Bonjour. Bon, comme ma montre et l'horloge du collège sont à peu près en harmonie, nous allons commencer maintenant ce cours, le 11e, qui est consacré au poème chinois de Dogen, poème pris au sens le plus large. Donc les 3 cours précédents, vous en souvenez, ont été consacrés à l'examen suivi d'un thème, la prédication de la loi par l'inanimé, Mujo Seppo, thème qui a été traité en chinois et en japonais par Dogen et sous plusieurs formes, comme vous l'avez vu, puisqu'il se retrouve dans 4 textes, sans compter les allusions dont on va voir certaines aujourd'hui d'ailleurs, par ailleurs. C'est quelque chose qui est très omniprésent dans l'œuvre de Dogen. Bien que nous ayons dû par force simplifier notre exposé, nous avons essayé de donner une idée de la relation étroite entre le jeu langagier de Dogen et ses procédés herméneutiques. Il nous reste à présent, avant la conclusion du cours de cette année, à aborder 2 aspects importants de son œuvre. Importants du moins pour notre enquête philologique, parce que le fait est qu'ils sont relativement méconnus des spécialistes de la littérature comme des spécialistes du bouddhisme. Nous avons déjà vu, vous vous en souvenez au tout début du cours, un groupe de 5 waka, de poèmes japonais donc, consacrés au Sutra du Lotus. Des poèmes qui relevaient parfaitement du genre Shakkyoka, donc la poésie bouddhique japonaise, même Homonka. Enfin, non, ce n'était pas des Homonka, c'était des Shakkyoka qui chantaient le Sutra du Lotus. Les Homonka étant, comme vous le savez, les poésies scripturaires, c'est-à-dire consacrées à un passage précis de tel ou tel sutra. Et donc, nous reviendrons la semaine prochaine sur le petit corpus de poèmes japonais attribués à notre moine. Aujourd'hui, à travers quelques exemples, nous tâcherons de donner une idée de l'expression chinoise du sentiment religieux de Dogen. J'emploie religieux évidemment dans un sens aussi extrêmement large, mais je pense que nous pouvons l'employer à bon escient ici. La tâche sera plus difficile, car le corpus poétique de style chinois de notre moine est beaucoup plus riche que sa collection japonaise, incomparablement plus riche, puisque nous avons de lui plus de 200 pièces en vers chinois, qui sont consignées dans les 2 derniers livres du Eihei Koroku, le recueil étendu du Eihei, du Eiheiji, donc les livres 9 et 10, les 2 derniers livres. Ces poèmes appartiennent à plusieurs genres, dont le plus représenté de façon cohérente est celui que l'on pourrait traduire par éloge des dix antiques, des logias ou des koans, le ko étant ici l'abréviation de kosoku, littéralement les préceptes des anciens, les préceptes anciens, juko étant les juko, ou qu'on lit parfois aussi shoko, étant le poème écrit par un religieux à propos de ces koans. Donc je reviendrai sur peut-être pas aujourd'hui, mais à la fin du cours, sur la place qu'il faut donner à ce genre d'expression poétique. Donc nous avons ici, par exemple, dans cette question de Juko, une suite de 90 poèmes qui ont pour thème une énigme, donc un koan, dont Dogen exprime par le poème la façon dont il comprend cette énigme et d'une certaine façon dont il la résout. Comme vous le savez, les koans sont des questions, des cas, je traduis souvent par cas, des cas insolubles, mais il y a des solutions poétiques. Nous avons avec ce corpus poétique un réceptacle, un réservoir, zo, n'est-ce pas, kura, inespéré de ce que Dogen déploie de façon beaucoup plus analytique, enfin, selon sa propre conception de l'analyse, dans le Shobogenzo, ou bien dans les livres précédents du Eihei Koroku, les livres 1 à 8, dont nous avons vu quelques exemples. Alors, donnons tout de suite un exemple de ces poèmes de Dogen. Je commence par celui-ci, qui est le Ka numéro 2, le Kosoku, le 2e Kosoku de Dogen. Et comme vous le voyez, il se présente de façon très particulière, puisque c'est la première ligne.
Sangai Yuishin. Sangai Tada Kokoro Nomi Nari. Les trois mondes ne sont que pensée, ne sont qu'esprit. Ça ne se présente pas comme un koan, puisque c'est une simple citation de sutra. C'est une citation du sutra de l'ornement de splendeur, excusez-moi, du Kegonkyo. Et vous allez voir, d'après les autres exemples que je vais vous donner, que cette citation est très... la façon de présenter cette citation, sans discussion entre moines chinois Chan, c'est pas comme sont les autres, est un peu bizarre. Ce qui me fait penser que c'est un... Bien sûr, les compilateurs ont mis cette citation-là, mais c'est certainement quelque chose d'assez ancien, quelque chose que ce poème remonte à une œuvre de jeunesse de Dogen. Vous allez voir pourquoi je vous le dis cela. Donc c'est... et n'oubliez pas que Sangai Yuishin est aussi le titre de l'un des sermons de Dogen conservés dans le Shobogenzo. C'est le sermon 41 de l'édition en 75 livres, n'est-ce pas? Et voici donc le quatrain que nous donne Dogen. Ce sont des... ils appartiennent ce sont des quatrains de 7 caractères, tout à fait normaux. Vous voyez qu'ils riment parfaitement selon la prononciation chinoise des temps, enfin selon les canons poétiques chinois. Et évidemment, lu en japonais, ils ne riment plus. Je vous donne ici une lecture qui est l'œuvre de l'équipe réunie sous la responsabilité de M. Kagamishima Genryu, alors parfois vous verrez, je ferai quelques changements, mais bon, à sa lecture, quelques changements motivés dont je m'expliquerai. Alors, Sansen tatoi kore kumo no saizuru aritomo, jinji kokoro nashi, itazura ni sunao kazou. Alors, ce kokoro nashi, on pourrait le lire aussi kokoro naku, kokoro nakute, ou même mushin ni. Il y a plusieurs façons de lire, mais qui vont pas trop influer sur le sens, mais sur le rapport avec la langue japonaise. Matsukoto nakare, ryumon sankyu no nami, kano jure no ishi no hana ni makase. Alors, voici la lecture, la traduction que je vous en donne. Bien que monts et fleuves aient pour limite les nuages, c'est en vain qu'insensés on compterait de... Excusez-moi. Bien que monts et fleuves aient pour limite les nuages, c'est en vain qu'insensés on compterait de toute la terre les grains de sable. N'attendez rien des 3 rangs de chute, je traduis, c'est taki normalement, mais on peut sankyu no nami ou sankyu no taki, des 3 rangs de chute ou de cascade à la porte du dragon. Et fiez-vous à la fleur unique du mont des aigles. Bon, je pense que pour certains, c'est déjà assez évident. Et on aura compris pourquoi ce poète mérite d'emblée d'être cité, mais explicitons nos raisons. L'idéalisme, Sangai Yuishin, les 3 mondes, les 3 mondes, ce sont les 3 degrés de notre monde, du monde dans lequel évoluent les êtres, n'est-ce pas, les êtres des Rokudo, donc, le monde du désir, le monde de la forme et de l'absence de forme, je ne reviens pas, c'est ce que j'appelle la grosse artillerie du bouddhisme. Donc ces 3 mondes sont tous une projection de l'esprit, d'une pensée primordiale. Donc l'idéalisme ou la noétique, ce que j'appelle aussi la noétique du sutra de l'ornement de splendeur, du Kegongyo, est à la base, nous nous en rappelons, de l'idée de la réalisation de l'état de Bouddha par les plantes et les pierres. C'est autour de cela que roule la démonstration. Je ne reviens pas là-dessus, je vous en ai dit déjà l'essentiel. C'est parce que notre monde est reflet de notre pensée, enfin d'une pensée primordiale, que l'inanimé est animé, parce qu'il vient de cette pensée. Mais ce qui est tout à fait singulier dans ce quatrain de Dogen,
c'est qu'il prend, comme d'habitude, son lecteur à contre-pied pour l'emmener vers une toute autre conclusion que celle à laquelle on s'attendrait. Mais voyons tout d'abord un exemple intéressant de superposition des deux langues. Le détour par le japonais permettant d'approfondir de façon inattendue le sens du chinois. C'est évidemment cette expression de Mushin. Après avoir déclaré que bien que notre monde fût limité par la barrière des nuages et du ciel, il est quand même bien trop vaste pour que l'on puisse espérer en dénombrer les éléments, en reprenant bien sûr la comparaison omniprésente dans les sutras, et tout particulièrement dans le sutra du lotus, n'est-ce pas, des grains de sable du Gange. Pour métaphore de l'innombrable, on dit toujours, n'est-ce pas, les nombreux comme les grains de sable du Gange. C'est une comparaison indienne qui est passée en chinois et de là en japonais. Et Dogen ajoute ce que l'on pourrait vraiment appeler un trait d'esprit, presque un vitz en yiddish, n'est-ce pas, avec l'expression mushin kokoro nashi. Cette lecture est un pis-aller d'ailleurs, parce qu'on voit bien que ce n'est pas une traduction. Il ne s'agit pas ici, comme l'ont fait certains traducteurs anglais qui ne tiennent pas compte de la grammaire chinoise, de traduire « the whole earth of no mind », voilà, la terre entière du sang pensé. Grammaticalement, ça ne tient pas, ça serait « mushin no chi », mais de répondre de façon paradoxale à l'énoncé du titre « rien que penser », Yuishin, vous voyez que ce Yuishin, ce Mushin répond à Yuishin, rien que penser, et là, il n'y a pas de pensée. Donc c'est un paradoxe auquel Dogen nous a largement habitués. Donc c'est tout le contraire de Yuishin, il n'y a pas de pensée, et c'est couramment lu en japonais, Mushin-ni, que ceux qui font du japonais connaissent, on le dit encore couramment, n'est-ce pas, qui peut signifier sans y penser, à la légère, sans réfléchir. Et donc, alors ce sens se trouve aussi en chinois donc moderne déjà de l'époque, mais évidemment il est renforcé par la locution japonaise très, très commune que Dogen ne peut pas ne pas avoir en tête. Alors vous voyez que ce mushin se lit de 3 à 3 niveaux. D'abord le niveau bouddhique, je dirais même bouddhologique, le niveau savant, qui est une négation du titre, Yuishin, rien que penser, Mushin, il n'y a pas de pensée, et puis aussi le fait sans y penser, à la légère, etc., ce qui se dit de l'acte idiot de quelqu'un qui voudrait compter les grains de sable du Gange. Donc, trop s'en remettre à notre triple monde est se livrer à une occupation futile, et Mushin-ni vient ici renforcer Itazura-ni, qui vient juste après. Et c'est tout spécialement en japonais que ce sens ressort plus fortement, le chinois restant ambigu. Pour ce qui est des 3 chutes ou trouées du Longmenshan, n'est-ce pas, du Haut-Mont-San, qui est sur un site célèbre du fleuve Jaune, ces 3 chutes, dit la légende, auraient été réalisées par l'empereur mythique Yu le Grand, je n'insiste pas là-dessus. Ce qui est important, c'est le nombre 3 qu'il faut garder à l'esprit. D'abord, dans la langue chinoise, couramment, cette expression qu'on retrouve parfois, to sankyu, n'est-ce pas, sankyu, onoboru, c'est franchir les trois degrés du Longmen, ça veut dire accéder aux honneurs, réussir dans la vie, réussir sa carrière même, avec une connotation tout à fait mondaine, qui se retrouve très souvent d'ailleurs, et c'est donc ici, il y a une première idée qui est celle des occupations modernes, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous ai traduit par « N'attendez rien des 3 rangs de chute à la porte du dragon ». Et évidemment, c'est ici pour être écarté du vrai but des activités humaines par Dogen. On retrouve cette même idée dans beaucoup de poèmes de Dogen, donc ne pas s'occuper des activités mondaines, n'est-ce pas, au sens qui appartiennent à ce monde.
Mais il est évident, et bien sûr vous l'avez compris en regardant le titre, que ce nombre résonne, les trois chutes, les trois cascades du Longmenshon résonnent avec les trois mondes qu'il choisit ici, que Dogen choisit de prendre comme métaphore de la société hiérarchisée, dans laquelle s'évertuent à monter ceux qui pensent peu, c'est-à-dire ceux qui comptent les grains de sable, qui voudraient compter les grains de sable du Gange. Il n'y a rien à en attendre. Mais ce n'est pas tout. Le dernier vers nous oblige à considérer cet avant-dernier vers dans un autre sens. Parce que, je pense que vous l'avez compris, n'est-ce pas, pour qui se trouve, comme ici, face à une opposition 3-1 dans un cadre bouddhique, tout spécialement au Japon, où le Sutra du Lotus est omniprésent, il ne peut le comprendre que comme opposition entre les trois véhicules, Sanjo, n'est-ce pas, et le véhicule unique, Ichijo. Les trois véhicules que sont, comme vous le savez, les auditeurs, Shomon, les Pratyeka Bouddha, les Bouddhas pour soi, Dokkaku, n'est-ce pas, ou bien Byakushibutsu, et les Bodhisattvas, Bosatsu. Certes, il y a aussi l'opposition entre les trois mondes, Sangai, et la pensée unique, Isshin, qui est aussi comprise, qui peut être compris dans cette relation. Mais en même temps, Mushin, l'absence de pensée, nie cette pensée unique. Alors, donc, en plus de la prévention, Matsukoto Nakare, ne vous fiez pas à, n'attendez rien de l'ascension sociale, qui est le sens habituel dans les trois mondes, le troisième vers nous prévient à l'encontre des trois véhicules graduels, c'est-à-dire les trois véhicules qui sont dépassés par le Sutra du Lotus. Et bien sûr, pourquoi allez-vous me dire, je ramène encore une fois le Sutra du Lotus, c'est bien sûr à cause du dernier vers, Jure Washinomine, la présence du mont des aigles, qui est donc la traduction chinoise du pic du vautour sur lequel est prêché le Sutra du Lotus, est vraiment, dans un contexte japonais, Jure, vous savez bien que c'est même aussi l'appellation poétique du mont Hiei, n'est-ce pas, du Hiezan. Donc la simple mention de ce juré nous met tout de suite dans une perspective lotusienne. Et qui est d'autant plus étonnante que ce n'est pas du tout ce que nous attendions dans un cadre de Sangai Yoishin, n'est-ce pas, les trois mondes ne sont que pensés. Et surtout que le cas précédent, le premier Kosoku, le premier koan de la série, était bien entendu une allusion à la fleur brandie par le Bouddha devant Mahakashyapa, vous vous souvenez. Ici, la fleur unique, comme nous l'avons vu à satiété dans les années précédentes, ne saurait être que celle du Sutra du Lotus. La curieuse ambiguïté du troisième vers nous amènerait aussi à imaginer que Dogen, toujours par son amour du paradoxe développé par son analyse linguistique, qui est toujours fondée sur le kundoku, n'est-ce pas, la lecture explicative du japonais, prend la formule scripturaire « les trois mondes ne sont que pensées », Sangai Yoishin Tada Kokoro Nomi, au sens de « dans les trois mondes, Sangai, il n'y a que pensées », c'est-à-dire des pensées d'arrivisme, les pensées pour arriver soit à un but mondain, Sangyu, soit à un but religieux, Sanjo. C'est encore une nouvelle preuve de sa liberté, et là on pourrait parfaitement lire en kundoku Sangai ni tada kokoro aru nomi. Donc c'est encore une fois une nouvelle preuve de la liberté avec les textes, une liberté qui est stimulée par le passage entre les deux langues. Ishino hana, évidemment, ça fait allusion à la fleur brandie par le Bouddha, par Shakyamuni, devant Mahakashyapa. Vous vous souvenez de cela. Mais le mot juré, le pic des vautours, remet cette histoire en contexte parfaitement lotusien. Nous ne pouvons que remarquer ici, spécialement au dernier vers, mais je n'insiste pas trop là-dessus, quelques traits de chinois parlé. Vous voyez,
le deuxième caractère du dernier vers, qu'on traduit par hoka, n'est-ce pas, est ici lu à bon escient kano, n'est-ce pas, c'est une sorte de démonstratif lointain qui n'est pas du tout du chinois classique, c'est du chinois parlé de l'époque. Mais cela nous amène à nous poser une nouvelle fois la question, en quelle langue devaient-ils être lus ces vers? Était-ce selon la prononciation chinoise des Song ou en lecture explicative japonaise, comme on le faisait souvent à l'époque? Quelques-uns dans des vers, dans le recueil de poésie, disons plus pur, de poésie classique du dixième livre, sont formellement dédiés à des condisciples chinois de Dogen. Nous en verrons un tout à l'heure. Et donc nous devrions raisonnablement penser qu'ils pouvaient être lus en chinois, qu'ils devaient même être lus en chinois, du moins en Chine. Mais est-il possible de dire que ceux composés au Japon l'étaient aussi? La question est évidemment indissociable de celle concernant la prononciation des sermons de l'Eiheroku. Nous n'avons pas la réponse, malheureusement, je suis obligé de vous le dire. J'aimerais beaucoup imaginer que Dogen a constitué dans son temple retiré une sorte de petite communauté idiolinguistique, n'est-ce pas, où l'on employait un chinois qui devait peut-être nous faire penser au chinois qui a été employé beaucoup plus tard au Mampukuji, n'est-ce pas, le grand temple près de Kyoto, qui avait accueilli la secte, disons la dernière branche du Chan chinois, ce qu'on appelle l'école Obaku. Il y avait peut-être déjà quelque chose de ce genre à l'époque. Enfin, je vous dis, la question n'est pas encore tranchée. Nous voyons en tout cas dans ce premier poème, dont il n'est pas possible de définir la date, et comme je vous l'ai dit, c'est l'un des rares de la série qui ne se réfère qu'à une seule citation. Donc on voit que Dogen est encore profondément imprégné de la pensée du lotus, au point d'en faire une sorte de provocation à l'encontre de la lettre de l'ornement fleuri. Il oppose ici le dernier mot, c'est la fleur du lotus, qui est opposée au Kegongyo. Pour des raisons, j'aurai peut-être le temps d'y reparler tout à l'heure, mais pour des raisons fondamentalement de la dogmatique du Tendai, et nous allons en voir un exemple tout à l'heure, donc j'y reviendrai. Alors, puisque nous en sommes au lotus, voyons un autre poème de facture plus classique, qui est recueilli dans les 125 quatrains de 7 caractères, dont des Shigonzeku du livre 10. N'est-ce pas ? Celui-ci, qui est le numéro 99, est le premier d'une série de 15 poèmes sur la retraite dans les montagnes, Sankyo. Ici. Donc on peut lire, si on voulait vraiment lire en lecture Gohon japonaise, on pourrait lire Sengo, mais tout le monde lira Sankyo ici. Et donc le premier d'une série de 15 poèmes, et qui fait usage de l'un des nombreux passages du Sutra du Lotus sur le retrait du monde. Je ne vais pas lire systématiquement en japonais, je vous y renvoie. Je vais simplement vous prier de suivre les deux lectures. Combien me suis-je réjoui de la solitude en ma demeure de montagne. Grâce à elle, le Kole Niyorite, là je le prends dans ce sens, je lis sans trêve Tsuneni, Yomu, le Sutra du Lotus. D'un zèle assidu, sous les arbres, qu'en est-il alors d'amour ou de haine? J'envie la voix de la pluie nocturne au profond de l'automne. Le dernier vers, qui est un peu étonnant, signifie sans doute que le poète voudrait avoir une voix aussi continue et régulière que la pluie de cette nuit d'automne pour lire le sutra. Évidemment, le verbe netamu, netamashi, n'est-ce pas, qui veut dire jalouser, est peu approprié à un pratiquant du bouddhisme, mais c'est aussi, ça peut être une forme de, bon, c'est une expression poétique bien connue, et c'est une forme aussi de modestie. Le religieux n'est pas tout à fait libéré des contraintes du monde. Enfin, en tout cas, voilà, c'est le sens probable de ces derniers vers. Et donc c'est sans doute aussi une concession à la poésie mondaine.
Or, ce poème s'inspire directement d'un passage du chapitre 19 du Sutra du Lotus que je vous donne ici, n'est-ce pas, et qui est bon, Kyodokuju Kyoho. Alors on peut comprendre, Kyoho, ça, ici veut dire l'enseignement, c'est compris par les Japonais et les Chinois comme l'enseignement du sutra, des sutras, du sutra, mais comme l'a bien montré M. Kanashima Seishi, Kyoho, dans les anciennes traductions chinoises, ne veut pas dire forcément, ne se réfère pas forcément à un sutra, veut dire tout simplement les enseignements du bouddhisme. Enfin bon, là, ça, bien sûr, dans notre contexte, c'est les sutras. Donc, cela dit à peu près qu'ils lisent ou récitent les enseignements canoniques, ou bien qu'au pied des arbres dans les forêts, ils s'appliquent uniquement à la méditation assise. Voyez, Senjo nishite zazensu. On vérifie encore une fois à la lecture du contexte de la citation combien il est important, lorsque vous trouvez une citation, on l'avait largement vu dans le Wakan no Eishu, combien il est important de ne pas négliger le contexte qui n'est pas dans la citation explicite. Il faut toujours aller voir la citation, puisque vous voyez que le mot important, c'est zazen, ici, la méditation assise, qui est bien sûr l'un des... vous vous souvenez du slogan presque de Dogen, Shikantaza, il n'y a qu'à s'asseoir en méditation, et il va chercher dans le Sutra du Lotus une citation scripturaire dont celui qui connaît le sutra sait qu'elle finit sur le terme zazen. Vous voyez qu'il met ensemble, donc, dans cette citation explicite, dans cette référence explicite au Sutra du Lotus, aussi une défense du zazen, c'est ce qui est très intéressant. Mais on voit aussi que Dogen précise la lettre du sutra, qui ne parlait que d'enseignements canoniques. Vous voyez, Kyoho dans le sutra. Le Kyoho, c'était les enseignements pas forcément du Sutra du Lotus, bien sûr, les sutras. Et ici, il réemploie cette formule, mais le Doku, le Yomu, cette fois se voit associé à Hokekyo, le Sutra du Lotus, qui est expressément donné comme pendant à la pratique de la méditation assise. Vous avez Zazen et Hokekyo, et c'est la bonne façon de pratiquer. Dans la solitude, donc de pratiquer dans la solitude des montagnes. Ce n'est évidemment pas là la pratique habituelle du zen telle qu'on se la représente, et cela évoque davantage les habitudes des hijiri, vous savez, de ces moines errants, de ces moines solitaires, dont nous avions vu le prototype de chez Saigyo et les amis de Saigyo dans le Senjusho, ces hijiri qui sont largement décrits dans la littérature japonaise contemporaine de Dogen. Il suffit de penser au Hoshinshu, n'est-ce pas, de Kamo no Chome, ou bien au Kankyo no Tomo, les amis de la solitude dont j'ai parlé il y a 2-3 ans cela. Ici encore, il est difficile de dater le poème. Si l'on se réfère à d'autres pièces de cette série, par exemple quelques pièces où il se lamente sur son manque de talent, n'est-ce pas, Sai Nashi, le rejet des études laïques aussi, représenté par les 9 écoles Zoku Kyoryu, les neuf écoles vulgaires, des penseurs chinois de l'Antiquité. On a l'impression que l'ensemble date des premières années de vie monastique. Je parle des 15 petits poèmes sur la vie solitaire, n'est-ce pas? Mais ceci n'est évidemment qu'une impression. Il est en tout cas fort marquant, je le répète, de trouver le zazen ainsi associé au lotus en un couple que l'on imaginerait beaucoup plus difficilement dans un poème Chan chinois. Plus typique de cette poésie d'inspiration directe de la religiosité Chan, si l'on veut bien nous autoriser ce terme, qui pourrait passer pour un oxymore pour certains, c'est ce poème que nous citerons pour montrer combien l'expression poétique de Dogen peut aussi se laisser porter par le contexte propre à son expression linguistique. Nous avons encore présent à l'esprit le poème emblématique par lequel Kawabata Yasunari, vous vous souvenez, ouvrait son discours du prix Nobel avec un poème de Dogen, donc, dont le 3e vers était « À l'automne, la lune », comme symbole poétique, Akiwa Tsuki. Nous trouvons au numéro 17 du livre 9 2 poèmes sur un célèbre koan zen
dont nous n'avons ici qu'à donner l'énoncé que vous trouvez la première ligne, n'est-ce pas? Tsugi imada manzezaru toki ou mitazaru toki ikan. Qu'en est-il de la lune quand elle n'est pas pleine? Donnons celui des poèmes qui nécessitent le moins d'explications. Il y a deux poèmes, l'un est trop compliqué pour être abordé ici. Je vous donne celui-ci qui est quand même beaucoup plus simple, malgré les apparences. Enfin, vous voyez, Kawara o migaki, Kagami o migaki, Tenkan o migaku, En o sadan shite, Michi imada amane karazu, Jiki ni omou. Et voici, Jiki ni omou, Shuchu ni tsuki aru ni arazu, Getsu motoyori, Shuchu o etari. On peut polir la lune, polir la tuile, polir le miroir, polir la voie lactée. Coupé par les nuages épais, c'est un peu le même terme que Saezulu que nous avions tout à l'heure. Coupé par les nuages épais, la voie n'achève pas sa perfection circulaire. J'ai l'intuition, Jikinyomo, j'ai l'intuition que l'équinoxe d'automne, ce n'est pas lui qui donne la lune, c'est la lune qui, dès l'origine, détient l'équinoxe d'automne. Il est à peine besoin de rappeler les logias du Chan, n'est-ce pas, les dialogues du Chan, sur la métaphore du miroir du cœur à polir et de son existence problématique. Enfin, je ne vais pas vous faire l'injure de répéter cela. Donc, y a-t-il le miroir du cœur? Y a-t-il un miroir? Y a-t-il un cœur? Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc une pensée, Mushin, n'est-ce pas? Bon. Il est bien évident que dans le Chan chinois, et combien plus encore pour le zen japonais, la lune est à son tour métaphore du cœur, de la pensée, de l'esprit. Les nuages épais comme la fumée, n'est-ce pas, en-un, qui est un terme poétique qui se retrouve très souvent, désigne bien sûr les passions et l'ignorance qui perturbent le circuit parfait de la voie et de l'éveil, amaneshi. Ichino, amaneku naru koto. Mais ce ne sont que des obstacles extérieurs. Estimer que c'est la course des saisons et l'arrivée de l'équinoxe d'automne qui amène la pleine lune serait par trop se laisser aller au mirage de la réalité phénoménale, qui n'est pas réalité justement. La lune est pleine à jamais en l'esprit qui n'est autre qu'elle-même. L'esprit, c'est la lune. Et c'est son aspect réel, Jisso, Honrai no Memmoku. Vous vous souvenez que le titre du poème du waka cité par Kawabata Yasunani lors de son discours du prix Nobel, le titre donné par Dogen, c'est Honrai no Memmoku, c'est-à-dire la face originelle, dont nous avons vu que c'est quasiment un synonyme de Shoho Jisso, la réalité des choses. Donc c'est cet aspect réel qui brille au centre de notre être, apportant avec lui l'équinoxe d'automne. Ce n'est pas le monde extérieur qui apporte l'équinoxe d'automne, c'est la lune-esprit qui contient l'équinoxe d'automne. Alors là, c'est une petite digression encore philologique, mais vous voyez qu'au dernier vers, le caractère getsu, alors honji, il faudrait dire honjini, n'est-ce pas? Mais les Japonais lisent très subtilement motoyori, c'est-à-dire que c'est une faute, si vous voulez, du point de vue de la langue chinoise, parce que vous voyez bien que le second caractère ji ne peut pas se lire yori ici. Si on devait lire cela motoyori, il faudrait lire ji-hon et pas honji. Mais là encore, c'est un kufu, n'est-ce pas, un truc japonais qui permet à la fois d'intégrer parfaitement la lecture japonaise en l'adaptant parfaitement au caractère chinois, mais presque à contresens. Donc, mais ce caractère est très important. Cette expression est très importante. Il faudrait d'ailleurs la lire plus correctement. Motoyori, le yori étant sous-entendu, onozuto, le j devant être lu, onozukara, onozuto. Mais nous admirerons malgré tout la subtilité de cette lecture délibérément erronée. Et il faut savoir que ce honji est pratiquement synonyme de honrai, n'est-ce pas? Le honrai, c'est-à-dire que c'est exactement le même sens que dans Honrai no Memmoku, qui est le titre du waka de Dogen. Nous avons donc dans ce poème chinois, pour ainsi dire, la véritable explication du vers japonais akiwatsuki du waka de Dogen,
qui nous donne sa véritable dimension religieuse et explique le titre Honnai no Menmoku. Il faut aller chercher dans le poème chinois l'explication du poème japonais. C'est un cas tout à fait typique qu'il conviendrait d'étendre à une recherche systématique sur tout le recueil de Dogen. C'est un exercice qui peut faire un excellent thème de méditation et aussi un beau sujet de doctorat pour ceux que cela intéresse. En effet, même l'examen le plus superficiel du recueil montre la permanence dans ces poèmes des thèmes dogeniens, avec la répétition constante de termes clés, de fragments de titres de citations, de titres de ses sermons, de citations de koans aussi. En voici un excellent poème, un excellent exemple, dans un poème qui n'est pas affecté à un koan, un poème qu'on pourrait appeler plus purement littéraire, qui se trouve donc au livre 10, et c'est le numéro 47 du livre 10, qui est dédié à un bachelier, Shuzai, n'est-ce pas, vous voyez les deux derniers caractères de la première ligne, c'est quelqu'un qui a réussi aux examens régionaux et qui répond au nom de Zhu Qian'er, c'est un nom chinois, donc Zhou-sen-ni en japonais, et nous allons retrouver un vocabulaire justement qui nous est familier et qui nous montre à quel point Dogen rumine constamment des thèmes qui sont somme toute assez réduits et qui imprègnent toute sa poésie et sa langue religieuse. Bon, vous avez la lecture en bas. Je ne pense pas avoir fait de grandes divergences avec les éditeurs japonais. Donc voilà. J'attire bien sûr votre attention sur le troisième vers, n'est-ce pas? Kenjiki, enfin on pourrait dire Kenshoku, mais il faudrait Kenjiki Monjo ou bien Kenshoku Bunsei, mais vous voyez bien qu'il vaut mieux le dire en lecture Goron. Donc Kenjiki Monjo Tomoni Datsuraku Su ou Seba. Et Tozai Namboku, là aussi cette expression que l'on trouve aussi dans le Lotus bleu de Tintin, mais ici qui a une expression qu'aime beaucoup Dogen. Donc Onozukara, vous voyez le Onozukara de tout à l'heure, Ruzus. Ce dont il faut se rendre compte, encore une fois, le shirubeshi, le mot shiru qui veut dire se rendre compte, prendre conscience de et pas savoir. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que la loi de Bouddha parvient à la vacuité de l'esprit. Ce ne peut être chose épuisée par la parole humaine. Une fois dépouillée d'Atsuraku, la vision du visible et l'audition des sons, est et ouest, sud et nord, sont spontanément co-intégrés. L'uzusu, ils coulent l'un dans l'autre en fusion, en quelque sorte. Le discours bouddhique vise directement la vacuité, c'est-à-dire l'absence de nature propre de la pensée. C'est ce que veut dire shinku ici. Et il ne peut être énoncé de façon satisfaisante par le discours humain. Et on se rappelle l'insistance de Dogen sur le caractère inconcevable de la prédication en absence d'animé, mujo, n'est-ce pas, qui est les vrais états de prédication. C'est la prédication dans laquelle n'intervient plus aucune intentionnalité. Le troisième vers est entièrement composé de termes que nous avons déjà vus. La vision de la couleur, c'est-à-dire du visible, la vision du visible, n'est-ce pas, l'audition des sons. Et l'on se rappelle que Dogen a insisté dans le sermon sur Mujo Seppo sur le passage du sens auditif, souvenez que c'est Gensho, n'est-ce pas, le Manako no Tokoro, au sens du sens auditif, c'est-à-dire Nisho, n'est-ce pas, la fonction auditive, au sens visuel, Gensho, le Manako no Tokoro, pour la perception de la prédication. Ce qui est l'un des moyens de se dégager des contraintes sensorielles, cette espèce de synesthésie, avec une indéniable revalorisation constante chez Dogen de la fonction visuelle. Là aussi, on pourrait généraliser ça en allant peut-être un peu loin, mais vous savez, comme il a souvent été dit, la religion, on peut dire les religions indiennes, la transmission religieuse en Inde repose sur l'audition, la shruti, n'est-ce pas, la révélation, c'est ce qu'on entend.
alors que dans le monde sino-japonais, c'est la vision qui est importante, comme l'indique même le terme de Shobogenzo, n'est-ce pas, le réceptacle oculaire, le réceptacle de l'œil. Mais bien sûr, ce qui nous arrêtera dans ce poème, c'est la mention du terme datsuraku, le dépouillement, l'acte de faire tomber ou de dépouiller ou de se dépouiller. Et vous vous souvenez que le sujet ou l'objet normal, c'est shinjin, mi to kokoro, c'est-à-dire le corps et l'esprit qui se dépouillent. Et je vous avais incité à imaginer cette comparaison du seau dont le fond, tombe, n'est-ce pas, ce qui fait tomber tout le contenu. C'est cela qui est derrière Datsuraku. Nous voyons que Dogen profite d'une certaine liberté offerte par la composition poétique pour séparer, ce qui est assez rare, le verbe de son sujet, puisque constamment chez Dogen, c'est Shinjin Datsuraku, et le remplacer par un autre terme qui lui tient à cœur, c'est-à-dire les deux fonctions sensorielles. Il va sans dire que les facultés sensorielles, le ken et mon, n'est-ce pas, sont comprises dans le binôme corps-cœur, mito kokoro. Chaque fonction sensorielle est ancrée, comme vous le savez, dans le corps, d'une part, c'est les organes, n'est-ce pas, les organes sensoriels, et ces organes sensoriels, donc les sho, n'est-ce pas, les tokoro, ont une correspondance dans la conscience. Vous avez gensho, la fonction visuelle, et genshiki, la conscience visuelle, qui transforme cela. Donc, vous avez exactement le shinjin ici. Et cette correspondance se trouve dans la conscience shinshiki, n'est-ce pas, kokoro no shiki, que nous avons déjà vu chez Dogen la dernière fois, et que nous retrouverons le terme shiki ici tout à l'heure. Ce n'est donc pas un abus de langage que d'utiliser ce verbe avec cet objet. Mais ici encore, un exemple du procédé de la permutation linguistique, n'est-ce pas, chez Dogen, qui le pousse à combiner systématiquement les termes qui lui semblent fondamentaux dans sa description de la loi bouddhique. Il faudrait bien évidemment lire du début à la fin les poèmes Juko de Dogen pour retrouver la puissance démonstrative de son discours. On peut en effet les lire. Alors c'est aussi bien Dogen que le compilateur de ce livre qui est responsable, mais nous avons vraiment une sorte de déroulé tout à fait intéressant de la pensée dogenienne à travers ses koans, encore une fois, et son interprétation poétique. Cela est bien sûr impossible, mais nous allons, en examinant quelques poèmes sur des thèmes voisins ou que nous avons déjà abordés, tenter d'avoir un aperçu fugitif de son herméneutique poétique. Voyons tout d'abord le koan 62 du livre 9, n'est-ce pas, dont la dernière partie évoque ce que Huizhou, n'est-ce pas, Eichu, je ne reviens pas là-dessus, on a déjà, avait conçu, la façon dont Eichu avait conçu l'entendement. Lorsque on nettoie, c'est une anecdote connue, enfin tout le monde la connaît sans doute, lorsqu'en nettoyant un sentier dans son monastère, qui est traduit ici, vous l'avez quelque part, on le verra tout à l'heure, Daolu, n'est-ce pas, Dodo, il enlève un caillou du sentier, Ryaku, Ishi, Koishi, et il le jette sans intention, il la jette sur le bord du chemin, et le caillou heurte un bambou. Et au son du bambou, ce n'est pas le coup de bambou, là c'est le coup de bambou qui va donner le satori, l'intellection, à Eichu. C'est quelque chose d'extrêmement connu. Donc le terme pour caillou, ryaku, que vous avez tout à fait à la fin, ne peut, pour Dogen, alors là, ici c'est le poème de Dogen. Je m'aperçois que je ne vous ai pas donné la lecture, le kundoku, mais bon, c'est vrai, je vais bon, vous voyez, Shujitsu
on peut dire Kyoshin ou Kojin ni Ho no itaru koto o matsu. Sonso ichido kaete tonari to naru. Ryugin shite ho utaite kiku koto mo haku nashi. Garyaku. Alors, là, il y a un problème de lecture. Garyaku no tsutauru koto. Il faudrait plutôt le dire, enfin je propose cette lecture. Garyaku koto o koboku ni tsutau. C'est une petite différence de lecture que je propose ici. Donc, tout le jour, d'un cœur vide, il a attendu l'arrivée du phénix. Mais voilà que le moine au village, le Sonso, et l'unique sentier qu'il nettoyait se sont faits voisins. Le dragon psalmodie, le phénix chante, il les écoute sans marquer la mesure. Tuiles et graviers transmettent la parole à l'homme de l'arbre mort. Dogen, ici, en réinsérant le terme Garyaku dans l'anecdote ne donnait que le terme Ryaku, le petit caillou, transforme le son fortuit du caillou jeté contre le bambou en Garyaku, c'est-à-dire, vous vous souvenez, l'un des termes fondamentaux de sa démonstration sur la prédication de l'inanimé. Les tuiles et les graviers, les somoku, les plantes, les herbes et les plantes. Nous voyons alors que tout le poème ne peut être lu qu'à la lumière de ces deux sermons en chinois et en japonais. Et vous vous souvenez de la fin du dernier vers de la dernière parole de son sermon chinois. L'homme au bois mort, Komokunin, c'est le bâton, c'est le moine qui tient le bâton, Ishi no Chujo, vous vous souvenez, ou qu'on peut dire aussi Ishi no Shujo, le bâton de soutien qu'a le moine bouddhique. Et c'est bien lui qui est le destinataire de la prédication de l'inanimé. Alors que les sublimes modulations des dragons et des phénix auraient dû provoquer chez lui une réaction appropriée, il n'y participe pas, muhaku, utsukoto nai. Il n'a pas pu en profiter. C'est la coexistence du moine et de la voix qui a permis cette réalisation. Il faut savoir faire la part de la métonymie plaisante chez Dogen. On se souvient que dans les incités énumérés dans son sermon Shohojiso, il donne l'incité du bâton et du chasse-mouche, Shujofusu. Le bois mort ou arbre mort n'est autre que le moine, mais considéré comme l'inanimé qui, on l'a vu, est seul capable d'entendre l'inanimé prêcher la loi, selon l'un des maîtres cités par Dogen. Et vous voyez combien ce poème condense en réalité tout le sermon sur Mujo Seppo et sa relation avec les koans chinois. Et il répond même explicitement, le Komokunin répond vraiment à la fin du sermon chinois de Dogen sur l'inanimé, sur la prédication de l'inanimé. Comme de bien entendu, cette question de l'inanimé nous amène à celle de la nature de Bouddha. Et nous pouvons suivre la façon dont Dogen traite ce thème à travers de nombreux poèmes de cette série d'énigmes. Je n'en choisirai que deux ou trois ici. Ainsi, dès le Kosoku numéro 65, où est débattu ce cas, je vous parle, on n'a vraiment pas le temps en plus, je ne vous donne pas les précisions historiques de ces dialogues. L'important, c'est qu'ils servent de prétexte littéralement à Dogen pour ces poèmes. Voici le dialogue Chan chinois, n'est-ce pas? On coupe un ver de terre, Mimizu Kirite, Ryodan Tonasu, en deux. On coupe un ver de terre en deux. Ces deux têtes, les deux extrémités, Tomoni Ugoku, gigotent l'une et l'autre. Comment savoir en laquelle est la nature de Bouddha? Busho, Dochiraka no Kashira ni Aruka. Et le poète, ce moine Zen Choshan, n'est-ce pas, répond Moso surukoto nakare, ne pensez pas n'importe quoi. On pourrait traduire cela littéralement, ne faites pas de pensée, n'allez pas faire de pensée erronée, mais on pourrait ne pensez donc pas n'importe quoi.
Inutile d'aller plus loin, le dialogue se poursuit. Inutile d'aller plus loin, nous avons le cœur de la question posée sur le mode Chan, mais comme cela arrive souvent, nous avons une première conclusion poétique qui est ici de la main de Changsha, enfin de Chosha, du moine chinois. Nous aurons deux poèmes, je vais vous donner deux poèmes, celui-ci de Dogen, mais précédé de celui-ci de Chosha, pour voir à quel point ce que dit Dogen est éloigné de son modèle chinois. Ceux qui s'étudient à la voix, Michio Manabu, n'est-ce pas? C'est une miniardise qu'employait Anatole France et que j'aime beaucoup, s'étudier à, n'est-ce pas? Donc, ceux qui s'étudient à la voix ne reconnaissent pas le vrai. Shiki. Et ne font jamais que considérer à sa place l'esprit conscient. Je m'éloigne de la lecture des commentaires. Il faut lire ici Tameni, n'est-ce pas? C'est à la place du vrai. Ils ne font jamais que considérer à sa place l'esprit conscient. Ce qui est de toute éternité l'origine de la naissance et de la mort, les idiots, Chinin, le proclament comme corps originel, Honrai Shin. Ce quatrain est une violente critique de toute affirmation d'un rien que conscience ou d'un corps de loi, comme vous le voyez. Honrai Shin, c'est vraiment le corps originel, c'est-à-dire le Hokkai no Hoshin. Le quatrain que vient y ajouter Dogen nous apparaît plus conciliant et moins négationniste, si je puis dire, reflétant en réalité fidèlement le lieu de sa préoccupation fondamentale. Vous avez la lecture en dessous, n'est-ce pas? À vouloir discuter de la nature de Bouddha, les deux têtes gigotent. Quand vent et feu se dispersent, c'est tout le corps qui frissonne ou se refroidit. Naissance et mort n'ont jamais eu de sujet déterminé. Sadametaru Shu Nashi. N'allez pas à la légère disserter de ces mots, Gondan. Les deux extrémités du ver de terre sont ici, chez Dogen, les têtes des deux moines qui discutent de la nature de Bouddha. Au caractère Shin, Mi, pour corps du poème de Changsha, vous voyez que c'était, ici nous avions l'affaire Honrai Shin, n'est-ce pas, Mi. Dogen répond par le caractère Tai, Karada, que vous voyez à la fin, l'avant-dernier mot du second vers, qui a soit le sens philosophico-théologique de substance, c'est ce qui unit, le Tai, c'est ce qui unit les corps, qui unit les shin, n'est-ce pas? Soit, en chinois plus parlé, le sens de corps physique. Il se refuse pareillement à disserter de la nature de Bouddha, mais les japonisants remarqueront que l'expression Gondan qu'il utilise à la fin du quatrain, signifiant l'extrémité d'un mot, le tout début d'un mot, le mot à peine prononcé en chinois, est l'une des graphies possibles en japonais du mot bien familier de kotoba, koto no ha. N'est-ce pas? Normalement, on l'écrit avec la feuille, mais on peut l'écrire aussi avec ha, ce ha, hashi, qui signifie l'extrémité. Quel est le support de la nature de Bouddha? Quel est le sujet qui renaît pour finalement accéder à l'état de Bouddha? Dogen se refuse bien sûr à répondre, mais cette retenue est moins agressive que son prédécesseur chinois. Et on remarquera aussi l'emploi d'un mot qu'il affectionne au dernier vers, les deux premiers caractères du dernier vers, Tokan Naozari, qu'on avait vu attribuer positivement à son bâton de moine, encore une fois, vous voyez les mêmes images qui reviennent, les mêmes échos, les échos constants dans ces vers. Le bâton de moine était Naozari, Tokan, c'est-à-dire qu'il était en tranquillité d'esprit, mais ici, avec la négation, ça prend un sens de quelque chose au sens de faire quelque chose à la légère, n'est-ce pas? Mais la teneur reste la même, pouvoir aborder paisiblement Tokan ni Naozari ces choses, c'est être éveillé. La question de la nature de Bouddha est reprise dans le cas 73.
qui est résumé dans le très célèbre échange chinois. Alors je vous en ai donné simplement le squelette, n'est-ce pas, pour que vous voyez bien comment ça se déroule. Les protagonistes ne nous intéressent pas ici, bien sûr. Donc, nous n'en donnons ici donc que les échanges principaux. Voici il est en deux parties. Vous voyez, une partie positive, une partie négative, ce qui fait tout de suite, chez Dogen, ce qui crée tout de suite une situation de disputation. Un chien a-t-il lui aussi la nature de Bouddha ou non? Réponse, a dit, il l'a. Sudeni Areba, puisqu'il l'a, pourquoi s'est-elle fourrée dans ce sac de peau, la nature de Bouddha, ce sac de peau de chien, n'est-ce pas? Et le moine répond, Kare no shirite kotosara ni alors, on peut okaseru tame nari. Parce qu'il a sciemment transgressé. Le sens est assez... c'est presque simple, mais évidemment la contradiction, c'est il est pourvu de la nature de Bouddha, mais pourquoi s'est-elle fourré dans ce sac de peau? C'est parce il s'est créé un mauvais karma. Hein, il a sciemment commis des fautes contre le shila, la moralité, le kai, n'est-ce pas, bouddhique. Et le second échange va nous mettre la possibilité contraire. Un chien a-t-il lui aussi la nature de Bouddha ou non? Mu nashi, il ne l'a pas. Tous les êtres ont la nature de Bouddha. Pourquoi un chien ne l'aurait-il pas? Parce qu'il a en lui la conscience de ses actes. Nous n'en finirions pas de commenter ce passage, qui pose deux réponses divergentes à les mêmes questions, avec des arguments qui sont en définitive identiques, car transgresser sciemment est avoir conscience de ses actes. Nous passerons sur la poésie donnée par le maître chinois, d'interprétation trop délicate pour être exposée ici. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit les explications de certains commentateurs, on se dit qu'on n'est pas près d'arriver à la conclusion sur ce poème. Mais nous examinerons tout de suite le poème de Dogen qui conclut ce cas. Poème qui ne reprend pas du tout d'ailleurs la teneur des vers chinois qui les précèdent. Mais il mérite d'être cité en raison d'échos extérieurs que nous y trouvons et qui vont revenir à ce que je disais tout à l'heure à propos du lotus et du Tendai. Voici ce que dit Dogen, et vous voyez qu'il résume la discussion et il apporte sa réponse à la discussion. Il ne touche pas au poème chinois. Les deux natures de Bouddha, celle qui est, celle qui n'est pas. Alors là, je traduirai, les commentateurs japonais proposent Shujo no inochi ni ou no myo ni itarazu. Je préférerais lire de façon plus fondée, me semble-t-il, Inochi o tsukurazu. Vous allez voir tout de suite pourquoi après. Donc les deux natures de Bouddha, celle qui est, celle qui n'est pas, ne créent pas la vie des êtres. Bien qu'elles ressemblent à la caillebotte qui devient fromage, c'est assez prosaïque, elles sont en fait semblables à la concentration d'anéantissement, Metsujinjo, Niroda Samapati. Il semble bien mieux approprié de lire ici zo, le caractère zo, tsukuru plutôt que itaru, à cause du sens qui fait directement allusion à la production laitière. Tsukuru, c'est fabriquer du fromage. Enfin, pas tout à fait du fromage, vous allez voir. Car c'est en cela que nous retrouvons le Dogen, ancien escolier du Tendai. Beaucoup ne semblent pas voir que notre maître, Zen, se réfère ici à l'un des dogmes les plus répandus de l'école Tendai, à savoir le dogme des 5 saveurs, Gomi, Itsutsu no Aji. C'est une description de la façon dont on part du lait cru, pour arriver au Daigo, c'est-à-dire ce qu'on appelle en sanskrit le Grita,
et en hindi moderne et même en anglais, ghee, n'est-ce pas, G-H-2-E, c'est-à-dire une sorte qu'on traduit souvent par beurre clarifié. C'est ce beurre clarifié dont on noie souvent les statues, les objets religieux dans les cérémonies, même encore hindouistes modernes. Donc, vous voyez qu'on part du. Alors, je ne peux pas garantir la technicité de. Je traduis raku par kaibot, qui est le. Mais évidemment, la kaibot n'arrive pas, ne mène pas au fromage. Mais tant pis, là, c'est un stade où le lait est plus solide, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons shoso, qui est une espèce de fromage blanc. Ensuite, jukuso, qui est un fromage complet et durci, et ensuite nous avons à partir de cela le grita qui est la quintessence du lait, n'est-ce pas? Ce sont des termes que je pensais complètement incompréhensibles pour les Japonais qui ne se nourrissent pas de laitage ni de fromage, jusqu'à ce que je découvre, grâce à des amis japonais, dans un restaurant de Kyoto, que la recette du fromage se trouvait déjà dans le Engishiki, ce catalogue encyclopédique du tout début de l'époque de Heian, mais qui reprend des textes de Nara, et que certains restaurants japonais ont même essayé de reconstituer la recette avec bonheur d'ailleurs, mais évidemment c'est un concept indien à l'origine. Et il faut bien voir que c'est ce que nous avons ici, raku et le raku et so, le caractère so que nous avons ici, n'est-ce pas, raku no so tonalité, c'est le même caractère que ce so que nous avons dans les gomi, n'est-ce pas. Ce dogme n'est pas propre au Tendai, et il est clair qu'il est né dans un milieu indien, la saveur suprême étant le ghee, le grita, qui ne semble pas avoir été fabriqué en Chine d'ailleurs, et bien moins encore au Japon, alors pour ce qui est du daigo, n'est-ce pas, bien que ce soit un mot courant dans la langue japonaise. Il occupe une place justement particulière dans le Tendai comme métaphore des 5 périodes en lesquelles se divise la prédication du Bouddha au cours des 50 années de sa vie. La première période, c'est le Kengongyo, justement, dont nous avons vu tout à l'heure la citation, niée en quelque sorte par Dogen. Bon, là aussi, il y aurait beaucoup à dire à la lumière de ce que je dis en ce moment, mais enfin, je n'ai pas le temps. La saveur ultime est celle de la doctrine du Sutra du Lotus, Hokkekyo, et du Sutra de l'extinction suprême, le Nihangyo. Et l'on voit que les 5 saveurs, alliées au verbe tsukuru, impliquent bien que le rapport entre les 2 aspects de la nature de Bouddha, considéré en sa présence et en son absence, en écho au dialogue des religieux Chan, n'est pas un rapport d'enchaînement causal de l'absence à la présence, présence qui serait révélée par l'acte, n'est-ce pas, le goshiki et la conscience qu'en a le pratiquant. C'est ce que dit ce poème. Et fort judicieusement, Dogen ne parle que des stades préparatoires des 5 saveurs, raku et so, sans mentionner la dernière, le daigo, qui se réfère au nirvana. Or, la concentration d'anéantissement, le Metsujinjo, en sanskrit Nirodha Samapatti, et vous savez que Nirodha, l'anéantissement, d'ailleurs aussi par Metsudo, c'est un des synonymes possibles de nirvana. Donc, cette concentration d'anéantissement, comme son nom l'indique, amène le pratiquant, en supprimant toutes les passions de ce monde et leurs conséquences karmiques, à échapper définitivement au cycle des renaissances, ce qui revient à accéder au nirvana, ou au moins au stade du non-retour, n'est-ce pas, le fugenka, le anagamin de l'arat, de Anakan. Donc, Dogen résout la contradiction en diluant, si je puis dire, la nature de Bouddha dans sa réalisation, qui est le passage en extinction. Chacun peut apprécier la façon fort subtile dont Dogen apporte ce que l'on doit appeler ici une solution à cet aporichan qui a fait couler tant d'encre. Et ce qui est particulièrement intéressant dans la solution qu'il apporte est qu'il a recours à des catégories dogmatiques qui ne relèvent pas du Chan, mais des courants qui l'ont formé antérieurement, la dogmatique Tendai, et à l'intérieur de celle-ci, les catégories les plus élémentaires,
puisque la concentration d'anéantissement relève des quatre fruits, n'est-ce pas, Yotsuno, Kudamono, Shika, c'est-à-dire du petit véhicule. Il se sert donc des catégories scolastiques du Tendai pour aller en chercher les degrés élémentaires qui lui servent de solution pour les questions les plus profondes du grand véhicule. Encore une fois, nous avons à la fois une partie de l'humour de Dogen et quand même sa grande subtilité doctrinale. Nous voudrions conclure ce bref aperçu, trop bref encore une fois, de la poésie de Dogen par un exemple très parlant de sa délectation au jeu de langage, à son analyse constante des particularités du chinois qu'il réinterprète grâce à la liberté que donne le kundoku, la lecture explicative japonaise. Voyons donc le cas 89, donc du livre 9 cette fois, et le Kosoku, donc, et le poème, le Juko, qu'il donne en conclusion. C'est l'avant-dernier cas de la série de 90, et il se réfère à un dialogue primordial entre Eka, Hueka, n'est-ce pas, qui est l'exact contemporain de Chöyi, de Chigi, n'est-ce pas, aussi, nous sommes au VIe siècle, là, et le disciple de Bodhidharma, du semi-légendaire Bodhidharma. Donc c'est un dialogue entre Hueka, Eka et Bodhidharma, Daruma-san, n'est-ce pas, Daruma-zenshi. Alors le dialogue est assez court. Je vous le lis, prenez à partir de la 3e ligne, n'est-ce pas? Donc le grand maître Hueka demandait au premier patriarche « Mon esprit n'est pas apaisé. » Il y a cela guise. « Puis-je vous prier de me donner la paix de l'esprit ?» Un o ataodu. Atainkoto. Le patriarche dit « Apporte-moi ton esprit, je te donnerai la paix. » L'autre dit « J'ai cherché mon esprit, mais n'ai pu le trouver. » Le patriarche dit « Voilà, Owadinu, n'est-ce pas? Atae Owadinu, Owannu. Voilà, je t'ai donné la paix de l'esprit. » Nul besoin d'épiloguer sur le sens de cet échange, si connu qu'on a presque l'impression de les comprendre. Mais voyons plutôt le poème que fait Dogen sur cet échange. Voilà, vous voyez tout de suite, n'est-ce pas, le caractère graphique de ce poème. Si on le lisait en lecture on, n'est-ce pas, ryo 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 ji mukaryo, gen 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 sho zefunnun. On voit qu'il y a un jeu tout à fait phonétique, et je vois que la plupart des commentateurs et annotateurs ne lisent pas ces mots comme il le faudrait. C'est-à-dire que nous avons en effet en chinois liao 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 shi hu ke liao xuan 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 chu shi fen yun. Bon, vous avez une accumulation de caractères qui en fait presque une comptine. Mais il y a un sens derrière cela, que vous voyez, que je vous donne en dessous, dont j'essaye de vous donner la résolution japonaise pour montrer ce que ça veut dire. Ryo ryoshi o waru toki, ryo subeki nashi, gen o gen zuru gensho, kore fununari. C'est comme ça qu'il faut lire les premiers vers. Sinon, en effet, comme le dit sinon ryo zuru beki nashi, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien à comprendre. Donc voilà ce que ça veut dire. Une fois achevée la compréhension, il n'y a plus à comprendre. Là où l'obscur s'est en obscurci, règne la confusion. Sur le chemin où il cherchait un autre, il s'est par erreur rencontré soi-même. Attiré par l'eau, il parcourt presque les nuages. Bien que les commentateurs, je l'ai dit, n'aient pas voulu s'y risquer, il est évident que les deux séries de 3 caractères ryo et gen ne sont pas de simples cumuls, des répétitions entièrement phonétiques, mais qu'il convient de les grammaticaliser en 2 phrases, avec sujet, verbe, suffixe pour le premier, objet, verbe et adjectif pour le second. Et ce n'est qu'en les lisant selon la lecture explicative japonaise que la véritable relation grammaticale qui leur donne leur sens s'éclaircit. On ne peut savoir, nous l'avons dit,
si ces poèmes étaient faits pour être récités selon la prononciation chinoise ou la lecture explicative japonaise, ou une troisième solution, une lecture phonétique japonaise, bien que ce soit peu probable. Mais ici, cette question est secondaire. Il est évident que c'est en structurant ces deux accumulations selon la grammaire japonaise que Dogen leur confère un sens accessible. Sinon, il ne s'agirait que d'énoncés paradoxaux et indéchiffrables. On remarquera pour terminer que dans ce poème, peut-être aiguillonné par la répétition de Gen, c'est pas Gen no Mata Gen, qui fait bien sûr penser au début du Lao Tzu, et ici dépasse Lao Tzu en triplant le caractère, il semble bien s'être glissé une image, au dernier vers, plus franchement taoïste, avec l'idée de marcher sur les nuages, Kumo ni Ayumu, qui est le propre des immortels taoïstes, c'est quelque chose de bien connu, n'est-ce pas? Ce qui nous amène à nous demander ce qui est le bord du chemin dont il est question, Do-han, n'est-ce pas? On pourrait dire Michino Ase, mais même une lecture Michibata ne serait pas du tout impossible. La rencontre erronée, Ayamatte, n'est-ce pas, est-elle une allusion à la possibilité d'en s'engager dans une autre voie que le bouddhisme? Ce ne serait pas une exhortation, mais un risque souligné par Yaya et Ayamatte, n'est-ce pas? Presque, il parcourt presque les nuages. Le trop-plein d'obscurité amène à la confusion et à l'engagement dans une voie fausse. Il faut cependant reconnaître que le lien avec le koan nous échappe pour l'instant, mais je ne pouvais vous priver de ce dernier exemple de virtuosité langagière de Dogen. Nous avons donc eu ici un bref aperçu de la poésie chinoise de Dogen. J'espère que l'on a pu entrevoir à travers ces exemples le plaisir que prend notre maître de zen à jouer encore une fois sur les trois ressorts langagiers qui en font un écrivain si original. C'est dans ces poèmes qu'il se montre, qu'il veut se montrer dans le rôle d'un véritable maître de Chan chinois. La seule différence est qu'il ne peut s'empêcher de penser en langue japonaise en même temps, donnant ainsi à ses écrits un relief que l'on retrouvera difficilement par ailleurs. Il nous reste après cela à aborder la semaine prochaine la poésie de langue japonaise, les waka de Dogen, et je vous remercie pour aujourd'hui.